En ce mois d'octobre rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la rédaction de France 3, ici en Lorraine, se mobilise. Progrès thérapeutique, accompagnement des patients, importance du dépistage. Laurence Duvois nous attend pour une page spéciale. Nous, on se retrouve juste après pour l'actualité nationale. Laurence, c'est à vous. Bonsoir à tous. À l'occasion d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein le plus fréquent chez la femme, nous avons décidé de vous proposer une page spéciale sur le cancer en général. On vient ici de toute la Lorraine pour se soigner au CHRU de Nancy ou encore juste à côté à l'Institut de cancérologie classé parmi les 5 meilleurs centres en France de lutte contre le cancer. Il faut savoir qu'aujourd'hui 60% des cancers se soignent. Toute la question est de savoir si on pourra guérir demain de tous les cancers grâce à la recherche. Nous verrons cela, mais avant ce message positif, oui, on peut guérir du cancer. Amélie en est la preuve, elle nous raconte son histoire, regardez. Je m'appelle Amélie, j'ai 39 ans et il y a 12 ans, à cette période de l'année, j'étais en traitement pour un cancer du sein. Une tumeur que j'ai trouvée moi-même, sans même forcément la chercher. Fin août, je me réveille et je me rends compte que j'ai une boule dans le sein droit. Donc là, un peu effondrement. J'ai dû insister pour avoir l'ordonnance pour simplement passer échographie, mammographie. Et c'est vrai que j'ai la chance que ça soit allé assez vite en termes de prise en charge. C'est quelque chose que je souhaitais puisque voilà, j'ai trouvé ma tumeur le 24 août et le 17 septembre, j'étais opérée. J'ai suivi 4 séances de chimiothérapie et 41 séances de radiothérapie. Et ensuite 5 ans d'hormonothérapie. Alors c'est vrai qu'il y a une ambivalence par rapport au traitement, notamment par exemple par rapport à la chimiothérapie. C'est-à-dire que effectivement, il y a tous les effets secondaires à supporter, mais en même temps, quand ça s'arrête, une chose à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est d'avoir un peu peur. On enlève un filet de sécurité, puis un deuxième, puis un troisième, et ces petits doigts à chaque fois sur le moment dire ah, une sécurité en moins. J'ai eu la chance d'avoir une super équipe autour de moi, un chirurgien. Enfin voilà, au top, vraiment très humain. Et puis même tout le personnel que j'ai rencontré au fur et à mesure. Ma vie n'a plus grand chose à voir avec la vie que je menais à l'époque. C'est un coup de pied aux fesses. Quand à 27 ans, on se pose la question est-ce que je vais survivre ou pas, ça pousse aussi à moins se poser de questions et à plus profiter, à se dire ça me fait envie, bah j'y vais, tout simplement. Nous sommes dans le hall d'accueil du CHRU de Nancy-Brabois aux côtés de Christine Niclou, infirmière d'annonce en neurologie, c'est-à-dire tout ce qui touche aux reins. À vos côtés, Joseph Settlinger, chirurgien thoracique spécialisé dans le traitement du cancer du poumon. Bonjour à vous deux. Lorsque quelqu'un est atteint d'un cancer, c'est une véritable déflagration pour le patient, sachant qu'on sait que le cancer est la première cause de mortalité chez l'homme, la seconde chez la femme. Docteur Settlinger, comment dire les choses avec les bons mots ? Je crois qu'il n'y a pas de méthode unique, il faut s'adapter au patient, essayer d'être le plus transparent possible et rester sur des mots simples et s'adapter au patient de manière à ce que ce soit le plus compréhensible possible. Et même si le diagnostic de cancer va mettre du temps à être digéré par le patient, il faut lui amener les armes pour qu'il puisse y répondre et s'y préparer lui-même. Vous êtes, Christine, infirmière d'annonce, c'est-à-dire ? Alors, du coup, nous, on reprend le diagnostic après le chirurgien ou le médecin. Et du coup, on demande au patient ce qu'il a entendu. On le fait reformuler. Ce qu'il a compris, en fait. Voilà, on le fait reformuler. Et après, nous, on l'accompagne du début jusqu'à la fin du traitement, jusqu'à quand il en ressent le besoin. Et parce que c'est toujours un choc. Et le patient, il s'arrête sur le mot choc. Et après, il n'entend plus ce que le chirurgien ou le médecin lui dit. Et du coup, nous, on l'accompagne en reformulant plus simplement avec des mots simples. En lui expliquant les traitements aussi. Donc, vous êtes un peu l'interface entre le médecin et le patient, quoi. Oui. Vous intervenez à tout moment. Hein. Oui, à tout moment. Vous êtes joignable tout le temps. Oui, moi, de 8h à 17h. Pourquoi du lundi au vendredi. Ce rôle est important, docteur Settlinger, l'infirmière d'annonce ?
C'est absolument fondamental que quelqu'un reformule les mots parce qu'effectivement, le médecin a de moins en moins de temps. Il y a beaucoup plus de patients. On sait que le cancer est de plus en plus diagnostiqué. Il y a de plus en plus de patients en cours de traitement. Et malheureusement, les médecins ne sont pas C'est le temps qui vous illimités. manque, Le hein. temps peut manquer. Et je pense que c'est important que le patient ressorte de la consultation médicale, se laisse un petit peu de temps et voit quelqu'un d'autre De pour en façon à parler. être plus apaisé, quoi, hein. Alors, pour chaque patient atteint d'un cancer, il y a ce qu'on appelle une RCP. C'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. On y dit quoi? On y fait quoi? Tout à fait. Alors, de manière hebdomadaire, les médecins de différentes spécialités, en fonction du cancer, se réunissent de manière à pouvoir offrir et proposer l'arsenal thérapeutique le plus complet possible et adapter au cas par cas, en fonction des référentiels, le meilleur traitement aux patients. Alors, vous, docteur Settlinger, vous êtes chirurgien thoracique. Vous assurez donc la prise en charge des patients atteints, entre autres, de maladies pulmonaires comme le cancer du poumon, première cause de mortalité par cancer en France, hein, si je ne m'abuse. C'est un cancer qui est souvent diagnostiqué tardivement. Pour quelles raisons? Alors effectivement, sur les à peu près 30 000 décès par an dans le cancer du poumon, malheureusement, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des diagnostics trop tardifs. On considère qu'il y a 70 à 80% des patients qui seront diagnostiqués à un stade avancé de la maladie, c'est-à-dire malheureusement un stade où la chirurgie ne suffira pas et où il faudra d'autres traitements. Pourquoi est-ce qu'on arrive trop tard? C'est parce qu'il y a une longue phase asymptomatique dans le cancer du poumon. Le patient n'a pas de symptômes, n'a pas de toux, ne crache pas de sang. Il n'y a pas de dépistage, hein, dans le cancer du poumon. Actuellement, il n'y a pas de dépistage organisé par la santé publique française. Contrairement à d'autres cancers comme le cancer du sein ou la prostate, où il faut le répéter, c'est très important de se faire dépister, avec tout de même une survie du cancer du poumon qui a doublé en 15 ans. Expliquez-nous pour quelles raisons. Il y a eu des progrès quand même. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de progrès, hein. Il y a bien entendu en premier les découvertes des mutations du cancer qui ont permis d'obtenir des nouvelles molécules. Je pense notamment en particulier aux patients qui ont eu des mutations EGFR, hein, qui représentent quand même une bonne proportion. EGFR, ça veut dire? Epidermal Growth Factor Receptor. C'est un récepteur qui est un petit peu plus fréquent chez les femmes, notamment les femmes non fumeuses, éventuellement d'origine asiatique, et qui vont avoir l'opportunité d'avoir un traitement ciblé, donc un traitement oral qui va être très efficace sur ces patients. On va revenir dans un instant sur un dispositif novateur ici, mais une autre question, Christine. Quelles sont les questions récurrentes des patients vis-à-vis de vous? Est-ce qu'ils vont souffrir? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont perdre leurs cheveux, leur dignité? Et du coup, on les accompagne pour faire face à tous ces problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et les traitements, est-ce que ça va marcher? Vous êtes sûr? C'est lourd, hein, quand même, comme métier, hein. Oui, mais un sourire, une petite attention, et ben, du coup, ça nous comble notre métier. Alors, revenons à ce dispositif unique en Europe et en France ici, Cellvizio, qui est un dispositif qui prévoit un diagnostic précoce du cancer du poumon. C'est ça, expliquez-nous comment ça marche, c'est destiné à qui? Alors, le dispositif Cellvizio, c'est en effet un nouveau dispositif disponible à Nancy, qui est un microscope extrêmement petit, qu'on va pouvoir enfoncer dans un fibroscope ou dans des techniques de fibroscopie avancée, quelle que soit la technique, de manière à apporter finalement le microscope jusqu'au niveau du nodule et faire le diagnostic le plus précoce possible. De façon ensuite à avoir une chirurgie moins invasive, hein, c'est ça? Alors, dans la mesure du possible, effectivement, quand c'est possible, on va proposer des techniques, que ce soit par technique vidéo assistée ou robot assisté. On va pouvoir proposer la chirurgie et plus on prend le cancer tôt en charge, plus on va pouvoir proposer des interventions mini-invasives ou d'épargne parenchymateuse, c'est-à-dire qu'on enlève le moins possible de poumons. Et il y aurait encore évidemment beaucoup à dire. Un grand merci à vous deux d'avoir été avec nous. On le voit en matière de technologie, il y a énormément de progrès. Il y en a aussi quant à la recherche et c'est ce que l'on travaille à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Regardez ce reportage. C'est un laboratoire de recherche parmi les meilleurs en France, situé au cœur de l'Institut de cancérologie de Lorraine. Dans le service de biopathologie, 500 biopsies de tumeurs par semaine sont préparées pour être analysées. Le point de départ, c'est très souvent un prélèvement qui peut être une biopsie. Et cette biopsie, elle est fixée dans du formol, inclus dans un bloc de paraffine. Et on va déterminer à partir de cette biopsie le contenu en cellules tumorales. L'objectif est d'extraire l'ADN de la tumeur. L'analyse se passe après sur cette machine.
la dernière acquisition du labo. Un don de près de 400 000 € qui permet d'aller très vite. C'est un séquenceur qu'on utilise pour le séquençage de l'ADN, notamment l'analyse des tumeurs des patients et des patientes qui nous sont adressés, de manière à chercher quel sera le meilleur traitement à utiliser. Donc on va extraire l'ADN de la tumeur et tout simplement analyser les gènes pour vraiment guider le traitement. On a de plus en plus de traitements qui vont stabiliser la maladie cancéreuse. Et on peut décemment vivre avec un cancer dans la mesure où il est jugulé. Et cette vie avec un cancer peut très bien durer des années et des années sans inconvénient majeur. Les recherches phares des scientifiques à Nancy portent sur les biopsies liquides. À partir d'une simple prise de sang, les médecins vont détecter et suivre l'évolution d'une tumeur. Une technique qui pourrait remplacer le prélèvement complexe de tissus cancéreux. Et justement, on se retrouve au sein du laboratoire de recherche de l'Institut de cancérologie de Lorraine avec Vincent Massard, oncologue médical. Bonjour. On vient de voir dans le reportage qu'une simple prise de sang dans les années à venir permettra de diagnostiquer un cancer. Alors on l'espère. Je dois préciser que dans l'immédiat, nos recherches portent principalement sur l'intérêt de ces prises de sang pour évaluer la maladie. Évaluer la maladie tout au long de son évolution. Et permettre à la fois de déceler si elle est en train d'échapper au traitement en cours, tout en ayant déjà une information sur le traitement à privilégier ultérieurement en cas d'échappement. Donc, quelque part, de nous révéler d'emblée une vulnérabilité du cancer à exploiter pour la suite. Et bien entendu, à terme, on peut espérer qu'un jour, on soit capable de diagnostiquer les cancers très précocement grâce aux prises de sang. Mais là, c'est encore un futur relativement lointain. Ouais. D'ici combien de temps? Alors, je serai incapable de vous dire précisément. Donc tout ça, ça va vous permettre de gagner du temps dans la prise en charge? Ça sera moins coûteux également? Tout à fait. L'objectif, c'est moins de caractère invasif de nos explorations. Mais c'est aussi de jouer un peu un double jeu, d'avoir à la fois le regard sur comment la maladie évolue, tout en ayant en même temps cette information sur le traitement ultérieur. Est-ce que la recherche travaille également sur les traitements pour qu'ils soient moins lourds pour les patients? On sait que 63% des malades souffrent de séquelles dues au cancer et au traitement. Où en est la recherche par rapport à ça? Alors, la recherche s'investit pleinement, et beaucoup avec l'aide des patients d'ailleurs, dans la dimension de réduire l'impact des traitements sur le quotidien, aussi bien durant la prise en charge qu'au-delà. Et nous avons divers protocoles de recherche qui s'impliquent dans ces dimensions-là, notamment sur les bouffées de chaleur en cours d'hormonothérapie ou la reprise du travail au-delà de la fin des traitements. Alors, quant au traitement, il y en existe 4 pour l'heure, la chimiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées. Est-ce que demain, il y aura d'autres traitements ou est-ce que vous travaillez encore de façon plus pointue sur ces traitements particuliers en faisant quasiment du cas par cas? Le terme thérapie ciblée dissimule une diversité très importante de thérapeutiques. Au sein de l'établissement, on est investi de façon majeure, je dirais, dans la contribution à développer de nouvelles thérapeutiques, avec des essais thérapeutiques multicentriques internationaux. Ça va permettre à la fois d'avoir de nouvelles innovations thérapeutiques et aussi de nouvelles stratégies thérapeutiques. Il y aura encore évidemment beaucoup à dire. Un grand merci à vous pour votre expertise. On vient de le voir, la recherche est porteuse d'espoir à la fois dans les traitements, les dépistages et la guérison. Parce que la guérison, c'est le mot magique que tout patient veut entendre. Le chemin est souvent long, douloureux pour y parvenir, y compris justement lorsqu'on est en rémission, lorsqu'on est guéri. Alors la Ligue contre le cancer propose d'accompagner les malades 1 an après leur guérison avec des ateliers adaptés. Styliana Pev et Olivier Bouillon ont suivi l'un d'entre eux. Je vais inspirer par le nez, bloquer ma respiration et amener doucement ma tête de droite à gauche. Elles sont là pour un moment de détente. Vider sa tête, penser à son corps, explorer chaque souffle pour s'accrocher face à la maladie. En imaginant à la fin de l'exercice le tableau redevenu complètement noir, nettoyé de toute angoisse. C'est très important de venir et de rester en contact avec la Ligue. J'ai toujours des angoisses et c'est vrai que
j'ai toujours un peu mal, quoi. Quand on vient à la sophrologie, on pense à soi, justement, on pense c'est que pour nous, on se détend, ça fait du bien parce qu'on oublie tout le reste, en fait. J'ai envie de dire merci parce que dans toute expérience négative, il faut en tirer du positif. Et c'est vrai que ces séances sont un bon support pour ça. Cet atelier de sophrologie, Sophie le réalise depuis 8 ans à la Ligue contre le cancer. Toutes les semaines, environ 35 personnes bénéficient de ces soins de support. Relâcher. À partir de l'annonce du cancer jusqu'à l'annonce de la rémission, souvent les personnes malades sont assez drivées, c'est-à-dire on leur dit tel jour vous allez faire la chimio, tel jour vous allez faire la radiothérapie, tel jour il faut aller faire les prises de sang, etc. Alors il y a des personnes qui arrivent effectivement pendant les traitements, mais il y a des personnes qui arrivent aussi après traitement parce que souvent elles s'effondrent un petit peu. Soutien psychologique, gymnastique douce ou sophrologie. 14 ateliers sont mis en place par la Ligue, une prise en charge gratuite pour les patients grâce à la générosité du public. On arrive au terme de cette page spéciale sur le cancer alors qu'Octobre Rose se poursuit jusqu'à la fin du mois avec un seul mot d'ordre, le dépistage. Et cette exposition à découvrir à l'Institut de cancérologie de Lorraine, l'art est précieux, vos seins aussi. Très belle soirée à vous.